Mercredi 8 septembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'autrice, peintre et cinéaste toulousaine Michèle Tesser. Elle y présentait ce jour-là son ouvrage Rouge Marbre aux éditions du Cabardès. Bonne écoute. Just like a child, my pouring tears are running wild. If you don't think... Bien, je voudrais juste remercier Michèle Tesser d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque livre d'ailleurs. Nous sommes ravis de la retrouver avec toujours un très bon livre et un très beau livre. Alors on a la chance en plus cette fois-ci d'avoir l'éditrice présente. Donc je remercie Monique Subra des éditions Cabardès d'avoir accepté, je vous demanderai d'éteindre vos portables, d'avoir accepté d'accompagner Michèle pendant cette rencontre. Voilà, donc je vous laisse la parole à toutes les deux et merci encore pour votre présence. Surtout Michèle, avec ton bras, ton genou, c'est une prouesse, voilà. Je vais vous donner un autre micro. Alors, ça y est, il est... Ouais, c'est bon. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que quelquefois, c'est vrai que nous sommes obligés de demander le pass sanitaire, donc nous avons quelquefois quelques petits incidents, mais nous ne pouvons pas faire autrement parce que si nous n'appliquons pas cette règle, eh ben, les rencontres ne pourront pas avoir lieu. Voilà, donc ce n'est pas de notre plein gré et avec grand plaisir que nous appliquons cette règle, mais nous devons l'appliquer. Voilà. Merci Hélène, merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Bonjour à tous et à toutes, quelques visages que nous connaissons déjà puisque ça fait plusieurs fois que nous venons à la librairie présenter des ouvrages de Michèle. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, mais peut-être ne sont-ils pas nombreux, quelques mots pour la présenter. Michèle est une personne qui excelle dans le domaine du sensible et qui a de très nombreuses cordes à son arc. C'est une femme de lettres. C'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est aussi une artiste peintre. C'est également un photographe. Et c'est également une réalisatrice et scénariste de films. Son travail d'écriture s'articule autour de grands thèmes, parmi lesquels on retrouve Venise, notamment aux éditions Serge Safran, et Le Canal du Midi, pour lequel elle a écrit plusieurs livres, et un de ces livres a été édité par la maison d'édition que je représente, les éditions du Cabardès. Je cite « Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal ». Ce livre qui a connu et qui connaît toujours un très joli succès, puisque nous avons fait plusieurs rééditions, réimpressions, a été édité également en occitan par l'IEO de Carcassonne et a donné lieu à un feuilleton radiophonique en occitan. Voilà, c'est pour le joli travail qui a été fait autour de ce sujet qui consistait à donner la parole à un ouvrier lors de la construction du canal. Dans l'écriture cinématographique, Michèle Tesser a signé le scénario avec Jean Périssé de La fabuleuse histoire de Monsieur Riquet et dernièrement les dialogues du film de fiction Riquet. C'est bien le titre, hein, Riquet. C'est une plume, pour ceux qui la connaissent, c'est une plume sensible, ciselée, qui laisse la part belle à la nature, qu'on retrouve toujours au centre de son travail. Le sujet est finalement, quelque part, je trouve, un prétexte pour parler de la nature et remettre la nature au centre du livre.
Nous allons vous proposer, comme nous le faisons assez régulièrement, quelque chose qui est un peu à deux voix, avec 95% Michel et 5% Monique Subra, mais avec des petits moments de lecture qui permettent de donner la voix à l'écriture, de la mettre en voix, mais aussi de lancer des sujets à partir desquels Michel Tesseil rebondira. Avant de commencer, j'aimerais que Michel, tu présentes un petit peu ce travail. Vous remarquerez qu'il y a une similitude dans les deux couvertures. Ce n'est pas pour rien. Ça s'inscrit dans une certaine filiation. J'aimerais bien que tu dises un peu ce que tu penses de cette filiation, comment tu la vois, toi. Et également, comment pourquoi tu as voulu aborder ce sujet du marbre, qui n'est pas n'importe quel marbre dans notre région. Alors, tout d'abord, je suis ravie de me retrouver ici, dans ces lieux familiers, entourés de visages amis, parce que la plupart sont des lecteurs qui sont devenus amis. Donc, quelle meilleure preuve que l'écriture, finalement, dans l'écriture, on essaie de donner le meilleur de soi, et peut-être que ça va toucher le meilleur, ou du moins la part la plus sensible de l'autre. Alors, pour ce qui est de ce livre, effectivement, de ce nouveau roman, il s'inscrit en continuité, comme l'a dit Monique Subra, en continuité de Moi Jean Pigas, ouvrier du Canal. En effet, il y a dans ce livre une part importante qui est donnée au petit peuple, encore une fois, comme dans Jean Pigas. Mais là, il ne s'agit plus d'un seul personnage qui va parler, qui va s'exprimer en son propre nom, à la première personne, et à travers lequel on va vivre une aventure collective. Mais il s'agit là d'un roman qu'on qualifierait de choral, puisqu'il s'agit d'entendre plusieurs voix autour d'un même événement et d'une même série de péripéties. Alors, on est toujours, voilà le premier lien, on est toujours en Occitanie, en Languedoc, aurait-on dit au XVIIe siècle, puisque, comme Jean Pigas, ce roman se situe au XVIIe siècle, mais cette fois-ci dans la toute première partie du XVIIe siècle. Ce roman est né c'est toujours pareil, je crois qu'il y a, dans mon écriture, j'ai toujours le déclencheur, ça va être un lieu particulier qui va entrer en résonance avec sûrement ma sensibilité, mes interrogations. Oui, merci Hélène de veiller aux fluctuations de la voix. Voilà, donc ce roman est né certes d'un propos qui venait en continuité de Jean Pigas et de cette aventure du canal qui s'inscrivait dans cette terre, mais là il s'agit d'un coup de cœur pour un lieu qui est à la fois âpre et qui porte une douceur, et qui est un lieu perdu, entre guillemets, dans le Minervois, c'est-à-dire au pied, sur les tout premiers contreforts de la Montagne Noire. Minervois, à cause le nom vient bien entendu de la proximité de Minerve, cité médiévale, cité bien connue. Et ce Minervois est une terre qui est à la fois située dans la plaine avec des vignobles sur les contreforts et sur les contreforts donc de la Montagne Noire. Donc de ces lieux, on m'avait dit, donc une amie me dit un jour, elle avait lu moi Jean Pigas, elle me dit mais il y a pas loin de chez nous, puisque ce sont des amis qui habitent dans le Minervois, un lieu extraordinaire où il y a toute une mémoire justement ouvrière de ce temps-là, de ce XVIIe siècle, et ensuite jusqu'au XXe siècle, une mémoire des marbriers. Bon, j'ignorais qu'il y avait des marbrières, des carrières de marbre dans ce coin.
Bon, mon intention n'était pas de faire un ouvrage sur... J'avais assez peu l'intention de faire un ouvrage sur le travail dans les carrières. Bon. Tu travailles assez souvent sur l'eau, sur le thème de l'eau, Voilà, oui. de manière générale. Voilà, tout à fait. L'eau est quelque chose qui m'attire, est un élément qui m'attire de par sa fluidité, dont la pierre, c'était un petit peu antinomique, comme le souligne Monique. Mais je suis allée un petit peu par hasard. Je suis arrivée là, sur les lieux. Et là, j'ai été totalement séduite par la force des lieux, qui sont à la fois, il y a une topographie bien particulière, triangulaire, dirais-je, avec un village qui est, comme tous ces villages du Sud, qui est un village d'ocre, de pierre ocre, là, de pierre ocre un petit peu rosée, on verra pourquoi, qui est regroupé autour d'une abbatiale, d'une abbaye, d'une ancienne abbaye bénédictine, puisque souvent les abbayes étaient à l'origine de la création d'un groupement villageois. Donc il y a cette abbaye qui est absolument magnifique, qui est avec ces couleurs chaudes qu'on trouve dans ces pierres méridionales. Il y a non loin de cette abbaye un lieu qui m'a rappelé d'emblée certains sites en Grèce perdus dans les météores grecs, qui est un site très très ancien, puisqu'il y a une source sacrée, ce devait être une source sacrée celte, comme il y en existait, comme souvent les lieux sacrés se sont catholiques, enfin chrétiens plus exactement, se sont installés sur des lieux bien plus antiques. Donc une source sacrée à proximité. Ça, c'est pour la partie civilisée de la chose. Et ensuite, il y a, comme entrant en dialogue, en résonance, il y a ces collines qui sont le piémont de la Montagne Noire, ces collines qui sont le lieu donc le lieu sauvage, le lieu de la nature puissante et le lieu qui cache finalement, ce sol qui cache ce fameux marbre rouge, d'un rouge tellement très spécial qui va devenir l'objet d'une convoitise et ensuite de rivalité, de rivalité et en même temps de collaboration entre divers groupes humains. Alors, à l'origine de cette découverte du marbre, il y a les religieux, puisque les religieux, début du XVIIe siècle et avant, ce sont les intellectuels de l'époque, malgré tout. Tout passe par ces religieux. Le peuple, le petit peuple du village et des collines, et puis, bien évidemment, cette nature sauvage, puissante, irréductible, avec son mystère absolu. Voilà. Donc, roman choral à plus d'un titre, puisqu'il y a la voix et la langue des gens cultivés, disons, des gens de pouvoir. Il y a la langue du petit peuple, qui est mêlé d'occitan, de languedocien. Et puis, évidemment, la voix de la nature que j'ai choisi d'incarner d'une manière un petit peu particulière. Et on n'oubliera pas la voix des marbriers, venus d'Italie, voilà, apporter leurs compétences. Tout à fait, puisque tout va se déclencher à partir de la venue des marbriers italiens. Évidemment, l'Italie est déjà très en avance. C'est un peuple, l'Italie et le terrain, c'est l'Antiquité romaine, c'est la statuaire héritée de la statuaire grecque, ce sont les temples, ce sont les palais. Donc ces Italiens, appelés par les religieux, vont évidemment être à l'origine de l'essor de ce lieu qui serait, sans cet apport, rester sûrement dans l'inconnu. Voilà. Merci. Donc, quelques lignes qui concernent la partie ecclésiastique du sujet. 8 jours plus tard, l'abbé Jean d'Alibert convie à dîner un petit cercle de proches. Sont présents Fra Bartolomeo le franciscain, frère Luc le prieur, frère Paul l'économe, maître Lavinck notaire, enfin Jacques et Pierre d'Alibert, l'un négociant et l'autre viguier, tous deux frères de Jean.
Bien que l'on ne soit plus en carême, l'abbé, par égard pour la règle, a fait bannir du repas toute viande, à l'exception du poisson, des truites, pêchées le matin même dans l'argent double, auquel le franciscain s'est toutefois abstenu de goûter. Entre les poires et le fromage, le voilà qui lance à la cantonade. Que vous inspire ce vin ? Un peu désemparés, les convives lorgnent en direction de leur verre. Pierre d'Alibert, dit le capitaine, depuis qu'il a servi dans les troupes loyales contre les Huguenots, avale une gorgée et déclare « Rien de particulier, sinon qu'il est fort bon. » En effet, un honnête muscat issu de nos vignes. La terre qui l'a produit est pourtant bien ingrate. Cailloux, buissons, pierrailles, seuls s'en contentent les chèvres et les moutons. Si j'osais imiter les saintes écritures, je dirais qu'elles possèdent un trésor invisible à l'œil nu. Où veut-il en venir, se demande son frère, agacé par ses effets de manche. Cette aptitude du sol a donné le meilleur, poursuit l'abbé. Cette vertu des anciens était enfouie dans ses entrailles. Il a fallu la main de l'homme pour la révéler. En vérité, je vous le dis, nos garrigues recèlent une autre richesse que par paresse ou par négligence, nous n'avons pas su faire fructifier. Autour de la table, les convives se taisent dans l'attente d'un éclaircissement. Seul Fra Bartolomeo esquisse un sourire lorsque, tel un joueur abattant ses cartes, l'abbé dépose sur la table un objet de la taille d'un gros œuf. Lapidis, jaspidis. Chacun étire le col, visiblement perplexe, devant la pierre aux nuances rougeâtres, jaspées de blanc. Alors Michel, parle-nous un petit peu de ces religieux qui vont donc être à l'initiative de l'exploitation du marbre. Voilà, alors il faut dire que l'abbaye avait été fondée donc au très haut Moyen-Âge, et vraisemblablement, enfin plus que vraisemblablement, bâti avec de la pierre de marbre, avec ce fameux incarnat, mais qui n'était pas utilisé, qui était juste utilisé comme matériau de construction, et non pas comme matériau ornemental. Donc on connaissait, on savait qu'il y avait eu des carrières, mais elles étaient tombées complètement dans l'oubli. Voilà, en désuétude. Et de plus, la mode n'était pas à la para. Au contraire, à une certaine, disons, la période romane était plutôt dans la sobriété, et on privilégiait plutôt éventuellement les fresques, les peintures à base d'ocre, de teintes naturelles, plus que la statuaire. Ou bien c'était de la statuaire en bois. En revanche, il faut resituer le contexte historique. Ça, c'est très important. Pourquoi ce marbre, brusquement, a eu cette espèce de triomphe, voilà. C'est tout simplement qu'on est dans la période de la contre-réforme. Les guerres, on y est encore d'ailleurs pratiquement, dans les guerres de religion qui ont été une suite de massacres abominables des deux côtés. D'ailleurs, un des personnages est lié à toute cette période très sombre. Donc, on sort de ces guerres de religion et l'Église doit faire de la communication, on dirait aujourd'hui, et pour ce faire, elle décide de jouer la carte inverse de l'austérité huguenote, c'est-à-dire de faire de la religion une espèce de théâtre, de somptuosité. Donc, où trouve-t-on déjà ce principe bien avancé en Italie, puisque la contre-réforme, évidemment, elle est née en Italie. À la même époque, on a commencé d'ailleurs de construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et on retrouvera d'ailleurs du marbre de Cône, puisqu'il s'agit du village de Cône-Minervois, ce fameux marbre incarnat, rouge et blanc, très particulier, plutôt orangé et blanc, on le retrouvera à la basilique Saint-Pierre de Rome, pour ce qui est de l'Italie. Donc voilà, le contexte est très important, d'où l'importance qui étonnera peut-être ou qui a étonné certains
dans le roman l'importance de la part religieuse et cette espèce de division des chapitres, des grandes parties du roman par des citations en latin. Parce qu'il y a, disons, toute cette partie institutionnelle, religieuse, qui vraiment structure l'histoire, structure les événements, et donc c'est une espèce de clin d'œil, plus que ça, à cet aspect. Voilà, cet aspect structurant oui, religieux qui sous-tend tout ça. Voilà. Et on va avoir besoin, je ne sais pas si on m'entend, et on va avoir besoin des Italiens pour ça. Voilà, on va avoir besoin de l'expertise italienne. Donc, les Italiens vont arriver avec d'abord leur œil, ensuite leur expertise en matière de main-d'œuvre, puisque avec un des personnages principaux, qui est sculpteur et commerçant, puisque comme pour la peinture, les marbriers, comme les peintres, les marbriers fonctionnaient en ateliers familiaux, et donc ils étaient à la fois artistes et commerçants. C'était des gestionnaires, c'était des grosses entreprises, on pourrait dire aujourd'hui, de bâtiments et de décoration. Donc il vient, non pas mu par l'idée du beau, mais l'idée du profit. Dit voilà, il y a d'un marbre qu'on ne trouve atypique, pas ailleurs. Voilà, qu'on ne connaît pas. Voilà, parce que évidemment le paradoxe, que vient-il faire là, dans ce coin perdu, alors qu'il y a Carrare, alors que lui a son atelier à Gênes, grand port et à proximité de Gênes, qui est un grand port de commerce, où on reçoit du marbre de partout, où tout ça fourmille d'ateliers de marbre, de transformation de marbre, et que l'Italie est une terre un vaste gisement de marbre. On a depuis la Sicile jusqu'au nord de l'Italie, il n'y a pas que Carrare. On parle de Carrare à cause de ce marbre blanc extraordinaire, mais il y a des marbres de toutes les couleurs. D'ailleurs, à un moment donné, un des marbriers italiens dit le marbre, c'est notre palette de peintre. On peint avec toutes ces couleurs de marbre. Voilà. Donnons donc la parole aux Italiens. Assis à califourchon sur une souche, maître Sormano caresse du plat de la main le fragment. Un toucher d'une douceur exceptionnelle qui laisse deviner la finesse du grain. Il mouille la surface d'un peu de salive pour en réveiller la couleur. Pareil Rosso, il n'en a jamais vu. Un morceau de corail, un brandon parcouru de flamèches blanches, du feu prisonnier. Est-ce là ce fameux incarnat promis par l'abbé ? Il extrait de sa poche le petit carnet où il consigne toutes ses notes. Emplacement des futures carrières, nature de la roche, profits escomptés. Rapidement, il griffonne. 20e jour du mois d'août 1615, au lieu dit la Mallecasse, près du ruisseau. Présomption d'un gisement de pierre jaspe d'un bel incarnat. Type d'extraction au banc. Alors ça, ce personnage... Est-ce que tu l'as inventé ? Alors, non, ce personnage a existé. Pour écrire ce roman, je me suis énormément documentée sur place. J'ai commencé à rédiger sur les lieux, j'ai fait plusieurs séjours, très agréables, parce que le lieu, encore une fois, dégage une force, une puissance extraordinaire. Alors, effectivement, il y a des écrits très précis, des écrits qui viennent d'ailleurs du monastère, des religieux, à travers les contrats qui ont été signés entre les abbés, les deux abbés successifs qui ont assisté à ces débuts de l'exploitation du marbre. Donc, les fameux d'Alibert. Voilà, le fameux abbé d'Alibert, famille de gros marchands. D'ailleurs, d'Alibert, noble ou noble je pense que d'Alibert, c'est, comme beaucoup, c'était un lieu où Alibert, des Alibert, voilà, noblesse pas forcément, mais dans tous les cas, gros négociants. En grains, en vin, sûrement, en drap, qui était vraiment la richesse locale, essentiellement, l'huile d'olive également.
Donc, l'abbé est un Dalibert, Jean Dalibert, lettré, il est licencié, il a fait des thèses en droit canonique, enfin, c'est vraiment un intellectuel. Donc cet abbé d'Alibert va à Rome, il fait vraisemblablement plusieurs séjours à Rome, comme c'était de coutume, et c'est là qu'il l'aurait rencontré. C'est ce qui est dit, du moins, dans le récit, vraiment le récit fondateur de cette histoire. Donc il aurait rencontré Stefano Sormano, ce marbrier, et il lui aurait dit « venez ». Il l'aurait invité à venir voir sur les lieux, à venir prospecter et à venir en l'appâtant, en lui disant « j'ai un marbre extraordinaire sur mes terres », puisque cet abbé, certes, est abbé donc, avec une charge spirituelle, mais il est également seigneur, ce qui était souvent le cas, c'est-à-dire qu'il possède les terres alentour et il fait sa loi sur les terres, il peut faire ce qu'il veut sur ces terres. Donc Stefano Sormano a existé, l'abbé est un personnage historique également, le reste est totalement inventé. Tous les personnages qui interviennent autour sont des personnages vraisemblables, dirons-nous, par rapport à ce temps et par rapport à cet environnement social. Son fils, non. Alors, son fils également a existé. Voilà. Il intervient assez peu, il intervient tout à fait à la fin. Et c'est vrai qu'il y avait là aussi des traces. Il y a des traces bien tangibles sur les lieux, et en particulier le fils, puisque le fils, il est mentionné. Vous savez, les actes notariés, les archives municipales également sont très riches. Et il est dit que dans les archives de Narbonne, alors, qu'un certain Giampolo Sormano, fils de Stefano Sormano, est inhumé à l'église Saint-Sébastien de Narbonne. Voilà. Donc, et on s'aperçoit qu'il meurt jeune. Alors ce personnage intervient vraiment à la fin, puisqu'il apparaît à Cône effectivement à la fin. Mais en épluchant un petit peu toutes ces archives, aux archives départementales de l'Aude, puis à travers des gens qui ont été des personnes ressources sur place et à Carcassonne, donc j'ai pu suivre vraiment la trace et alimenter le roman. Mais encore une fois, à partir de ce socle, j'ai laissé libre cours à mon imagination pour donner vie à l'histoire, à ce fragment d'histoire. Ce que je trouve vraiment très intéressant et extraordinaire quand on t'écoute, c'est de prendre conscience de l'importance de ce bain préalable à la création. C'est-à-dire qu'il y a un temps de gestation où tu te nourris, tu vas chercher les informations. Je sais que tu prends des petites notes griffonnées de droite et de gauche. Souvent, tu me dis, mais il n'y a que moi qui puis m'y retrouver. Et c'est ensuite, à partir de ces petites choses, que tu vas construire le récit. Voilà, alors ce sont à la fois des petites choses, je peux glaner des notes historiques, des informations, mais en même temps, beaucoup de textes comme ça qui me viennent et qui sont plutôt de la prose poétique, des ressentis de paysage, des idées, voilà, qui arrivent. Et petit à petit, eh bien, c'est un petit peu, c'est ce qui se passe dans les entrailles de la terre aussi, la formation des roches. Voilà, quelque chose se décante, quelque chose se tricote. Et puis, quelque chose surgit, et ce sont des mots, ce sont des phrases qui s'agencent, et une histoire, enfin des fragments d'histoire qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Et à quel moment le récit est-il construit, élaboré ? Est-ce qu'il se construit au fur et à mesure, ou est-ce que tu as une vue globale de ce qui va se dérouler ? Alors, c'est vrai que je fonctionne un petit peu de façon un peu brouillonne. Alors, on peut me le reprocher. Le résultat n'est pas brouillon du tout. Voilà. Bon,
Je fonctionne sur un premier élan. Voilà, un premier élan qui est un élan de désir finalement. Hein. Il y a cette impulsion, cette envie, cette espèce d'enthousiasme au sens grec du terme. Je suis portée vers quelque chose, vers une histoire. Il y a une espèce de certitude que, je crois que c'est Marguerite Duras qui avait dit dans un article, je me souviens, lors de cette affaire-là du petit Grégory, elle avait écrit dans Libé. Je sais que l'histoire a eu lieu, je sais que le meurtre a eu lieu, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est une espèce d'évidence de récit qui se fait. Et donc, je sais que je ne vais pas pouvoir y couper. Je sais que je ne vais pas pouvoir faire l'impasse de toute cette plongée, finalement, pendant des heures, à mon clavier, avec une obsession, avec des peurs, avec... voilà. Des bonheurs et des malheurs d'écriture, mais il faut que ça se fasse, il faut passer par là. Donc c'est cette espèce de fatalité là, de l'écriture qui vient. Alors ça se manifeste par effectivement des griffonnages, ça peut arriver n'importe où, sur les lieux effectivement, mais ailleurs, dans le métro, alors je note un petit peu, j'ai des carnets partout, dépliés chez moi, des bouts de papier. J'écris, quand j'ai plus de papier, j'écris à l'envers sur les côtés. Et si bien que si je ne saisis pas tout de suite, si je ne fais pas une saisie, j'ai du mal après à... Voilà, il y a des croquis également. Voilà, donc c'est brouillon et il faut que ça s'ordonne. Ça s'ordonne de façon secrète et profonde. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas d'emblée mettre un carcan et broder autour de ce carcan, mais laisser le carcan se bâtir et après essayer d'ajuster les deux. Donc c'est un peu long. C'est toujours un petit peu long pour l'éditeur, mais voilà. Je vous confirme que c'est long. Voilà, il faut être patient. Mais c'est tellement beau à la fin. Sur des textes courts, je peux aller très vite. Ça peut être une nuit. Je me souviens d'avoir écrit un texte, petit livret qui a été publié à Venise, sur Venise, et ça a été une espèce de texte fulgurant, écrit d'un jet, dans une espèce d'état second. Donc ça aussi, ça peut se produire. Mais sur la longueur, sur un roman, non, ça prend du temps. Nous allons maintenant aborder l'angle des ouvriers, du petit peuple. Le soleil d'août frappe fort sur la marbrière. Armée d'une pelle, Marie s'active à dégager les déblais. La chemise colle à sa peau. La sueur inonde sa poitrine, ruisselle entre ses seins. Elle relève la tête et s'éponge le front. Sa bouche est sèche, ses narines encombrées de poussière, ses cheveux englués. Ce n'est plus l'odeur âcre du suin qu'elle respire, mais celle abrupte et comme métallique du caillou chauffé à blanc. Depuis le retour des Italiens, la colline tout entière bruit comme une ruche au printemps. Un bourdonnement incessant qui ne s'éteint qu'avec la fin du jour. Le soir, seuls quelques brassiers retournent dans les fermes proches. Tout près du front de taille, les carriers ont construit des cabanes où ils ont installé leur campement. Ils ont même bâti une forge. Désormais, plus besoin de courir au bourg pour aiguiser un pic ou redresser une aiguille. Chaque matin, le commis de maître Bernard monte à la carrière. Travailleur, dur à l'ouvrage, mais esprit borné et surtout médisant. Les femmes, ça sert qu'à causer des embrouilles, a-t-il dit en apercevant la colobra. Les blés sont mûrs, qu'elle aille faire les moissons. Il a raison, a approuvé un apprenti carrier, sans compter qu'avec son marmot, elle risque de nous porter la guigne. Le lendemain, Marie l'a répété à Jeanne. T'en fais pas, lui a-t-elle dit. À te voir si vaillante, ils finiront bien par te regarder autrement. Toi, et aussi le petiot. Alors voilà une mère et son enfant qui vont quelque part être au centre du récit. Oui, tout à fait. Ce personnage de Marie, surnommée la couloubre, c'est-à-dire la couleuvre en languedocien, ce personnage est un personnage essentiel. C'est un personnage
à la fois fragile et fort, qui résiste. Et c'est un personnage très représentatif de l'état des femmes, hein, de la position des femmes à cette époque-là, et au-delà de la position du petit peuple à cette époque-là, époque très dure, à la fois du fait du contexte des guerres incessantes, du contexte de la nature qui n'est pas du tout... on a une image un petit peu idyllique actuellement de la nature, hein, on ne jure que par le naturel, mais la nature, c'est quelque chose qui est plein de violence aussi, qui est plein d'aléas. On vit au rythme des récoltes bonnes ou mauvaises, de la famine qui est endémique, hein, pratiquement, qui menace tout le temps. Voilà. Alors ce personnage, c'est un personnage qui m'a permis justement de structurer le roman et à travers des apartés, justement, des têtes pas de chapitre, mais de partie à la première personne. Voilà. Donc, ce personnage m'a habité. C'est toujours pareil, mais les personnages, au bout d'un moment, dans l'écriture, moi, personnellement, les personnages m'habitent, finalement, et ils finissent par parler à travers moi. C'est une espèce de phénomène presque médiumnique, si bien que j'entends leur voix et je ressens les choses à travers eux. Alors ce personnage est un personnage blessé. Ceux qui ont lu le livre, ils verront pourquoi, enfin, ils savent pourquoi. Ceux qui ne l'ont pas encore lu verront pourquoi. Hein. C'est un personnage profondément blessé et qui est blessé aussi dans sa maternité, du fait de la naissance très particulière de son enfant et du fait de l'infirmité de son enfant, qui n'est pas fortuite, qui est un petit peu à double sens, puisque cet enfant privé de quelque chose va de façon inverse, et peut-être du fait de cette privation, avoir des pouvoirs, ou du moins une capacité de communiquer avec la nature, je préfère même dire avec les forces telluriques, qui est très différente des autres personnages. Alors, encore une fois, ces personnages déclassés, on pourrait dire, hein, ces marginaux ont une importance dans le récit très forte, et c'est un petit peu la noblesse de ces marginaux que je mets en avant. Donc il y a d'un côté l'institution et de l'autre côté ces gens qui se débrouillent et qui ont une force et une intelligence aussi pratique, et une intelligence peut-être des choses, une intuition portée à son plus haut point. C'est là qu'on retrouve le parallèle avec le personnage de Jean Pigas. Dans le Tout canal. à fait. Voilà. Disons que Marie, la Culubro, c'est le Jean Pigas au féminin. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Souhaites-tu que nous allions plus loin ou que nous passions la parole au public qui peut-être aura envie, au bout de 3/4 d'heure, de t'interroger? Je voudrais saluer 2 personnes. Alors, Laurence Ternat, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Laurent est le directeur d'Occitanie Livre et Lecture, donc merci pour ce soutien, Laurent. Et notre ami, tu veux le saluer peut-être pour la rure? Damien, oui, Damien Albagnac, pardon. Je vous dirais qu'avec les masques, c'est un petit peu difficile. Voilà, Damien Albagnac, qui est le président de l'Agora, association de lecteurs. Bonjour Damien. Voilà, et qui a eu une idée, qui est à l'origine d'un projet qui m'est allé droit au cœur et que je trouve... Et que l'éditrice a trouvé extraordinaire. Voilà. Merci Monique, merci Michel. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé qui est toujours un délice pour moi, et merci à vous de nous avoir écoutés. It brings a tear into my eyes when I begin
Il s'agissait d'une rencontre avec Michel Tesser, autrice de Rouge Marbre aux éditions du Cabardès, à la librairie Ombre Blanche le 8 septembre 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.